Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on va commencer par le cas clinique. Hop, voilà. Donc il y a un petit décalage, on ne voit pas le haut de la diapo. Bon, on verra si c'est gênant. Donc là, je vais vous présenter le cas d'un monsieur qui a 72 ans, qui a des origines méditerranéennes, c'est-à-dire qu'il est originaire d'ici, du Languedoc, et des origines corses également. Dans son histoire, en fait, c'est un monsieur qui, depuis 2 ans, présente une macrocytose isolée qui fluctue entre 101 et 104 femtolitres. Et il précise aussi qu'il est fatigué, donc on note une asthénie. Dans ses antécédents notables, ce monsieur a une coronaropathie qui est suivie et traitée depuis 15 ans par son cardiologue. À noter qu'il n'a pas de prothèse valvulaire. C'est un ancien fumeur qui a arrêté en 2010 et il a également un contexte de polypose colique qui est également bien suivi. Dans ses traitements, il est sous antiagrégant, hypocholestérolémiant, bêta-bloquant, antihypertenseur et inhibiteur de la pompe à protons. Et c'est un monsieur qui est en surpoids, en limite d'obésité modérée, avec un IMC à 30,1. Et au niveau de l'examen clinique, on n'a pas d'hypertrophie d'organes ni d'adénopathie. Donc voilà le tableau de ce monsieur. On lui réalise une NFS, donc vous avez les résultats devant vous. Et donc effectivement, on observe une macrocytose, donc le jour du bilan qui est à 107 femtolitres, sans anémie, 16 grammes pour un monsieur de 72 ans, donc c'est normal, c'est plutôt bien. Et en plus, on constate qu'il n'y a pas d'anomalie cytologique associée, pas de cytopénie, pas de déséquilibre de la formule, un taux de plaquettes limite, mais dans les limites de la normale. En parallèle de ça, on lui fait une numération des réticulocytes à deux reprises. Et les 2 fois, on a une réticulocytose, donc qui va monter jusqu'à 213 giga par litre. On lui fait un bilan biochimique, donc en première intention, et là on observe qu'il a une hyperféritinémie, un taux de LDH dans les limites supérieures de la normale, pas de syndrome inflammatoire biologique et une aptoglobine effondrée, donc à 0,1 g par litre. Comme ce monsieur présente une macrocytose, on va lui faire le bilan classique de recherche étiologique de la macrocytose, à savoir le dosage des vitamines B9 et B12 qui s'avère normal. Parallèlement, donc, on a fait une étude cytologique des cellules sanguines et donc on n'a pas de signe cytologique, donc je précise au niveau du sang, mais pas d'argument cytologique pour une myélodysplasie, donc on ne lui a pas fait de myélogramme à ce monsieur, c'est pas indiqué en première intention. Et on lui réalise un bilan thyroïdien qui lui aussi est strictement normal. Donc au total, ce monsieur présente, selon les arguments qu'on a vus précédemment, une hémolyse chronique qui est compensée, donc, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas d'anémie, donc compensée avec la réticulocytose, cette réticulocytose qui expliquerait la macrocytose sanguine. Dans la recherche étiologique d'une anémie hémolytique, puisqu'on a une hémolyse, on lui fait un test de Coombs qui est normal. La bilirubine conjuguée est un petit peu augmentée. Le bilan hépatique est normal. Il ne présente pas de clone HNP décelable et il n'a pas de déficit en G6PD. Donc au total, ce patient présente, comme on l'a dit, une macrocytose sans anémie, en lien avec une hémolyse chronique qui est compensée sur le plan hématologique. Et il n'a pas de contexte dysimmunitaire ni d'éléments mécaniques pouvant expliquer cette hémolyse. Ce patient est alors adressé en consultation spécialisée au centre de compétences des maladies rares du globule rouge. Et donc l'examen qui est prescrit, donc tout un tas d'examens complémentaires sont prescrits à ce patient pour explorer plus précisément donc, cette hémolyse. Et l'examen de première intention, c'est l'analyse attentive du frottis sanguin pour explorer donc, la morphologie des globules rouges. Donc à un faible grossissement, ça donne ça. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une anisocytose. On va passer à un grossissement un petit peu supérieur. Et donc là, je vous laisse observer rapidement les hématies.
Et donc ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a d'assez nombreux stomatocytes. Donc les stomatocytes, ce sont ces globules rouges qui présentent une dépression centrale rectiligne qui donne un aspect de bouche aux globules rouges. Donc on le voit, hop, bien ici, hein, cette ligne centrale qui semble en fait séparer en deux le globule rouge par moment. Il faut savoir que cette anomalie cytologique, elle n'est pas spécifique d'une pathologie, elle peut être retrouvée dans de nombreuses situations, des situations d'éthylisme aigu, de pathologie hépatobiliaire ou encore la prise de certains médicaments cytotoxiques. Et en fait, au faible grossissement, pour un œil un petit peu exercé, on observait aussi ces assez nombreux stomatocytes. Donc ça, c'est le premier élément à regarder, le frottis sanguin. Comme on suspecte une pathologie du globule rouge, et peut-être plus précisément une pathologie de la membrane, on réalise tout un tas d'examens complémentaires. Donc on a fait une étude de l'hémoglobine. Il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'hémoglobine, ni d'anomalie qualitative ou quantitative. On lui fait un ping test. Donc le but du ping test, c'est de mesurer la lyse éventuelle des globules rouges dans un milieu hypotonique qui contient du glycérol. Donc c'est une technique spectrophotométrique. On compare un patient à un témoin et donc on lui fait une recherche de corps de Hens. Donc le but de cette technique, c'est une coloration par le bleu de crésil brillant. Et le but, c'est de voir si l'hémoglobine précipite. Et ça s'observe en fait par ces précipitations d'hémoglobine qui vont s'accoler au niveau de la membrane du globule rouge ou se mettre sous forme de balles de golf. Donc chez ce patient, on n'a pas observé ces anomalies. L'autre examen qu'on lui fait, c'est un test à l'EMA, donc un test de cytométrie en flux. L'EMA, en fait, c'est pour éosine 5-malémide. C'est une molécule fluorescente qui va se fixer aux protéines de membrane du globule rouge. Donc en cas de diminution des protéines de membrane, cette EMA ne se fixe plus, on a une perte de fluorescence. Chez notre patient, on n'avait pas d'anomalie de fixation de l'EMA à la membrane, sachant que c'est un test qui sert à marquer les protéines de membrane du globule rouge et plus spécifiquement la protéine bande 3. Ensuite, on lui a fait une résistance globulaire osmotique. Donc là, le but, c'est de faire une gamme de dilution avec des pourcentages de NaCl croissants et d'observer le pourcentage de lyse des globules rouges, donc l'hémolyse. On fait ce test avant et après incubation 24 heures à 37 degrés. Et là, ce qu'on a observé, c'est qu'après l'incubation, on a la courbe du patient qui est en verte, donc c'est les points verts. On a chaque point en fonction de la gamme. Et donc la courbe du patient est légèrement déviée vers la gauche. Donc on a une augmentation de la résistance des globules rouges. Donc devant la suspicion de stomatocytose, donc là les arguments qu'on a, c'est le contexte hémolytique, le frottis et la résistance globulaire osmotique qui est augmentée. On va demander à réaliser une ectacytométrie. Donc l'ectacytométrie, c'est le gold standard dans l'étude des globules rouges, et notamment dans les suspicions de stomatocytose, entre autres. Et donc en fait, c'est un test qui va mesurer la déformabilité des globules rouges, qui sont soumis à une force de cisaillement qui, elle, est constante, avec une osmolarité croissante. Donc ce test, il est réalisé dans des centres spécialisés. Et le résultat qui nous est rendu, c'est que ce patient présente un profil atypique qui montre une diminution de la déformabilité des globules rouges et une déshydratation. Donc la conclusion, c'est qu'on a un test qui est en faveur d'une stomatocytose héréditaire. Néanmoins, on ne peut pas exclure formellement une forme atypique de sphérocytose héréditaire. Donc dans tous les cas, on s'oriente vers une stomatocytose par rapport aux arguments qu'on a, mais on sait que dans tous les cas, on est devant une maladie de la membrane du globule rouge, là, qui est confirmée pour notre patient. Donc pour faire un point sur la stomatocytose héréditaire, donc la stomatocytose héréditaire, c'est une maladie rare de la membrane du globule rouge, qui est à transmission autosomique récessive et qui se caractérise par une hémolyse chronique. Donc on a d'une part une perte de cations et une altération du volume cellulaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit une forme déshydratée, soit une forme hyperhydratée. Donc la forme déshydratée, c'est la xérocytose, qui est due principalement à des mutations du gène piezo1, alors que la forme hyperhydratée, elle est associée à des mutations du gène SLC4A1, qui code pour la protéine bande 3, ou RAG, là dans ce cas c'est plutôt rare.
Donc pour approfondir notre diagnostic, on a réalisé une étude génétique par NGS d'un panel des gènes qui sont impliqués le plus fréquemment dans les pathologies de membrane du globule rouge. Et donc c'est le gène piezo1, STOM, RAG et SLC4A1. Et donc là, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'était une mutation à l'état hétérozygote du gène SLC4A1. En fait, on a une cytosine qui va être remplacée par une arginine. Donc ça va donner à la place d'un acide aspartique une asparagine. Alors ce qu'il faut, il y a un petit décalage. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc le gène SLC4A1, c'est ça, il y a 14 domaines transmembranaires et 5 régions cytosoliques. Il y a une interaction que l'on voit ici entre le domaine cytosolique H1 et le domaine transmembranaire 11, qui se fait entre un acide aspartique en position 396 chargé négativement et une arginine en position 760 chargée positivement. Donc on a un pont ionique qui se forme. Dans notre cas, on a une mutation. À la place de l'acide aspartique, on a une asparagine qui, elle, est neutre, donc ne peut plus faire le pont ionique avec l'arginine. Donc là, on voit que cette interaction n'existe plus. C'est une mutation qui n'a jamais été décrite. Seulement, ce qu'on sait aujourd'hui, donc une publication de 2010 par l'équipe de Stewart, qui a mis en évidence une mutation de l'arginine 760, donc celle que l'on avait ici, justement dans le fameux pont ionique qui ne peut plus se faire. La mutation de l'arginine 760 est impliquée dans des cas de stomatocytose. Donc par extension, on peut suspecter que le fait de supprimer ce pont ionique avec cette mutation qui est intervenue pourrait, elle, être aussi responsable d'une stomatocytose qui collerait avec toutes les anomalies qu'on a décrites précédemment. Étant donné qu'on est devant une maladie génétique, donc il est recommandé de faire une enquête familiale. Donc on a notre monsieur C qui est ici. Bon, ses parents et ses grands-parents sont décédés, je vous rappelle qu'il a 72 ans. Il a 2 frères qui sont décédés et une sœur. Il a ensuite un certain nombre de neveux et nièces, et puis il a 2 filles et un petit-fils. Donc on a réalisé l'étude de l'enquête familiale pour sa sœur, ses 2 filles, et pour une de ses nièces qui est enceinte, de 24 semaines d'aménorrhée. Donc sur ce tableau qui est un petit peu dense, on a résumé toutes les caractéristiques phénotypiques et génotypiques du cas index et des 4 patients étudiés. Donc on peut voir que on a étudié sa sœur qui a 65 ans, ses 2 filles, 47 et 43 ans, et sa nièce, 31 ans, qui est enceinte. Au niveau de la numération formule sanguine, on voit donc sur cette ligne que seul notre cas index présente une macrocytose. Ce n'est pas le cas chez les autres membres de sa famille. On a juste une discrète anémie chez sa nièce, mais dans un contexte de grossesse. Il n'y a également pas de réticulocytose chez les patients 2 à 5. On observerait une anomalie du frottis sanguin avec présence de quelques stomatocytes que chez sa fille cadette. La résistance globulaire, quand elle est réalisée, est normale chez les autres patients. Le ping test, pareil, va être normal lorsqu'il a été réalisé. Le test à l'EMA également. On observe chez la sœur du cas une légère augmentation de la ferritinémie, une légère augmentation des LDH. Il y a donc peut-être une petite hémolyse sous-jacente, mais il n'y a rien de très franc. Par contre, chez les filles et la nièce, il n'y a rien d'anormal. On a bien évidemment réalisé les tests les plus importants, donc le gold standard, comme je vous le disais, qui est l'ectacytométrie, qui n'a pas été réalisé chez la sœur du patient, du cas index, par contre qui se retrouve anormal chez la fille cadette. Donc en fait, on a au niveau de l'ectacytométrie un profil anormal chez le cas index et chez sa plus jeune fille, donc en faveur d'une stomatocytose héréditaire avec une déshydratation des globules rouges. Le deuxième test d'importance, c'était la recherche de la mutation génétique. Donc là, on sait la mutation à rechercher et on retrouve la mutation sous sa forme hétérozygote, donc pour le cas index bien évidemment, pour sa sœur et pour sa fille cadette. Donc là, bon, on n'a pas l'ectacytométrie, on pourrait supposer qu'il sera anormal. Donc ça sera probablement réalisé à l'occasion d'une prochaine consultation. Donc là, ce qu'on a pu mettre en évidence par cette étude, cette enquête familiale, c'est que la sœur
et la fille cadette du cas index sont également atteintes par la stomatocytose. Ce que ce tableau montre également, c'est qu'on est devant quand même des formes très modérées de la pathologie, notamment la fille cadette. On a bien vu qu'elle n'avait aucune manifestation, si ce n'est quelques stomatocytes, et la sœur, elle a peut-être une discrète hémolyse sous-jacente, mais rien de très franc. Donc on a une variabilité phénotypique à l'intérieur des membres de la famille pour des formes qui sont très modérées. Donc en conclusion, on a pu mettre en évidence une nouvelle mutation du gène SLC4A1. Cette mutation n'avait jamais été décrite, donc on a vu qu'on avait une perte d'interaction ionique à cause d'une mutation par un nouvel acide aminé qui n'était pas chargé, et cette perte d'interaction fait suspecter une stomatocytose par extension d'études qui ont déjà été faites dans le domaine. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que la stomatocytose, elle a une variabilité d'expression, donc une hétérogénéité d'expression au sein des membres d'une même famille. Et en plus, on peut voir qu'on est quand même sur l'existence de formes frontières entre la stomatocytose et la sphérocytose héréditaire, d'autant plus que ce sont des mutations qui vont affecter dans ces deux catégories de pathologie la protéine bande 3. Donc on comprend bien que des fois la distinction n'est pas si évidente que ça. Et puis enfin, les perspectives ouvertes par l'utilisation du NGS pour le diagnostic étiologique des pathologies érythrocytaires rares. Voilà, je vous remercie pour votre attention.